Bonjour, bienvenue dans cette émission webinaire sur comment réussir sa communication B2B à destination des seniors. Donc en fait, si vous proposez un produit, commercialisez un produit à destination des seniors, mais que vous le commercialisez via des prescripteurs, des revendeurs, des distributeurs, ça peut être des pharmacies, ça peut être les services à domicile, les départements, vous êtes au bon endroit. Par contre, si vous commercialisez un produit ou un service directement aux seniors, ce webinaire pourra peut-être vous apprendre des informations, mais ce n'est pas le sujet de cette émission. Donc je suis Frédéric Serrière, je suis conseiller en stratégie sur le marché des seniors et je vais vous accompagner pendant 45 minutes à 1 heure environ en fonction de l'avancée de l'enregistrement de cette émission. Cette émission est enregistrée, n'est pas en direct, et vous aurez la possibilité de nous poser des questions par email ou téléphone bien sûr, et nous vous y répondrons bien évidemment. Pour me présenter, tout d'abord, donc je suis sur le marché des seniors depuis une vingtaine d'années. Au début, on commençait par le marketing et ensuite de plus en plus avec l'expérience par la stratégie. Nous avons un cabinet de conseil qui s'appelle Global Aging Consulting. Certains m'ont connu sous la marque Senior Stratégique jusqu'en 1995. Global Aging Consulting a pris la suite de Senior Stratégique. Nous étions basés nous sommes nés quelque part à Grenoble. Maintenant, nous sommes basés à Grenoble toujours, pour la France, à Berlin, Londres, et au niveau international, on couvre la plupart, pas tous, mais la plupart des pays développés via des accords de fédération avec d'autres pionniers comme moi, comme Kendall Walsh aux USA, Dixroad en Grande-Bretagne, par exemple. Nous avons également un think tank, c'est plutôt un cercle de réflexion, qui organise des soirées. Donc en France, on va les reprendre parce qu'il y a eu le Covid, mais nous les organisons à Berlin et à Londres pour le moment. C'est des soirées sur invitation entre dirigeants d'entreprise et nous échangeons sur un sujet très précis autour d'un invité d'honneur. Et donc c'est à huis clos. Il y a une quarantaine d'invités. Si vous souhaitez être invité à ce think tank, vous pouvez m'envoyer un mail, vous verrez les coordonnées à la fin de cette vidéo. Ensuite, certains nous connaissent par un site internet qui s'appelle ageconomie.ie, cette fois-ci.com, qui est un site internet B2B qui vous donne de l'information et de l'analyse, pas forcément de l'actualité, mais plutôt de l'analyse sur le marché des seniors. Et enfin, certains me connaissent également par une émission qui s'appelle Le Grand Entretien. Donc, au jour d'enregistrement, il y a l'émission Le Grand Entretien, va apparaître en langue internationale, en langue anglaise pour l'international, le FS Show, et également en France, le temps que cette vidéo soit distribuée et mise en ligne, il y a l'émission Le Grand Débrief, qui est une émission quasi hebdomadaire, où avec 4 invités, nous commentons l'actualité des seniors comme peuvent le faire une chaîne d'information. Je vais quand même préciser un petit truc. Moi, je parle de marché des seniors. C'est-à-dire, en fait, le marché des seniors, pour moi, c'est la consommation globale en produits spécifiques ou non spécifiques pour les seniors, dès plus de 55 ans ou dès plus de 60 ans, ça dépend où on met la barrière. Par contre, la silver economy, elle, est très souvent positionnée plutôt sur le bien vieillir et plutôt sur le troisième âge ou quatrième âge, en tout cas les plus de 75 ans. Si vous assistez à une conférence sur la silver economy, si vous êtes dans les salons sur la silver economy, vous verrez que bien souvent, c'est des produits spécifiques conçus pour les seniors et utilisés par les seniors. Et donc, en fait, pour moi, la silver economy n'est qu'une partie du marché des seniors. Donc là, on va parler silver economy et bien sûr marché des seniors. Le sommaire de cette émission, de ce webinaire, il y aura 4 parties. Tout d'abord des postulats pour voir comment moi j'aborde le sujet. Postulat que je n'ai pas d'expliquer ici mais qui est évident, c'est que ce que je vous dis, c'est juste une vision. J'aime bien l'histoire je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Rome et les 7 collines. Rome est entourée de 7 collines et l'histoire dit, en tout cas la réalité même dit que lorsque l'on regarde Rome de chacune de ces 7 collines, on voit Rome différemment. C'est-à-dire en fait, on voit toujours Rome. La vision, si par exemple vous êtes sur une autre colline différente de la mienne, j'aurai une vision différente de la vôtre, mais pour autant, les deux visions seront justes.
Donc, moi, j'aborde le sujet, j'ai une vision du marché des seniors, effectivement, qui est le fruit de 20 ans, mais j'aime bien qu'on ajoute d'autres visions à celles que j'ai. Ce n'est pas un avis contre un avis, c'est j'ajoute des avis. C'est par cette sorte de philosophie que j'aborde cette émission. Donc, des postulats. Ensuite, je vais vous expliquer la logique globale de comment j'aborde la stratégie de communication B2B, mais également la stratégie globale, puisque ça va bien sûr se rejoindre. Troisième partie, ce sera les conditions de succès. Quelques conditions qui fait qu'il faut absolument regarder, des éléments qu'il faut regarder pour, non pas forcément garantir le succès, mais en tout cas éviter les principales erreurs. Et ensuite, on va parcourir les différents outils qui peuvent être utilisés dans la communication B2B. Ce n'est pas exhaustif, mais j'en parcours beaucoup, de façon, et je vous donnerai mon ressenti par rapport au sujet de la silver economy et du marché des seniors. Qu'est-ce qui est adapté, qu'est-ce qui n'est pas adapté, dans quelles circonstances, etc. Pourquoi j'ai fait cette émission? C'est que depuis, il y a eu des vagues de création de projets et de services sur le marché des seniors et la silver economy. Il y a eu une vague en 2007, il y a eu une vague à peu près en 2011, il y a eu une vague en 2014 avec le lancement de la silver economy qui s'est passé en 2013. Et actuellement, on voit une autre vague de lancement de produits et de services sur la silver economy. Certains produits, avec l'expérience, on arrive à savoir ceux qui ont potentiellement peuvent potentiellement réussir, et d'autres, on sait clairement qu'ils n'ont pas d'avenir. Pourquoi on sait qu'ils n'ont pas d'avenir? Parce que, donc là, on va parler de communication, parce que la communication B2B n'est pas la bonne, c'est en fait la stratégie de commercialisation d'un produit avec le deuxième B, pharmacie, département, téléassisteur, commerce, etc., n'est pas la bonne, mais aussi parce que les projets qui sont développés sont des redites, bien souvent, de ce qui a déjà été testé dans le passé, parce que ça, c'est vraiment dommage pour les porteurs de projets, parce qu'on sait que ces projets ne fonctionnent pas. Et il m'est arrivé récemment de découvrir un produit, et j'ai dit à ce directeur de projet, à son directeur de projet, ils me disent que leur produit était testé, et je leur dis, mais attendez, si votre produit fonctionne, je vous le souhaite, hein, j'espère avoir tort, si votre produit fonctionne, ça va à l'encontre de tout ce que moi j'ai, en tout cas des éléments importants que j'avais appris sur ce sujet en question, et que d'autres ont appris. Et donc, en fait, ils sont tellement sûrs de leur produit que moi, je me suis mis, moi, j'aime bien douter, en fait. Donc, douter, ça me permet d'avoir un autre avis. Donc, je me suis dit, bon, bref, si ça se trouve, c'est moi qui ai tort, et je vais interviewer d'autres acteurs du secteur, le deuxième B, qui commercialisent leurs produits, pour voir si eux vont commercialiser leurs produits. Et la réponse est négative. La réponse est négative. On connaît les réponses. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que le deuxième B que j'ai interviewé, les deuxièmes personnes, m'ont donné d'autres raisons, en plus des miennes, pour lesquelles ces produits ne fonctionnaient pas. Et quelque part, c'est ce constat, en fait, qui me fait faire des émissions, qui me fait faire le grand entretien, et qui me fait faire cette émission, ce webinaire émission aujourd'hui. Alors, le postulat. Pour ceux qui me connaissent, j'ai plusieurs activités. En fait, je n'ai pas vraiment que les seniors, je suis également aussi psychologue, contrairement à côté. Et puis, à Berlin, j'ai d'autres activités. Dans ces autres activités, je fais appel également à des consultants, notamment dans l'entertainment, côté musical. Comme je ne connais pas tout sur ce sujet-là, et je suis moins bien avancé sur ce sujet-là que sur les seniors, par exemple, puisque l'un senior, c'est 20 ans, et l'autre sujet, c'est 6 ans, je fais appel à des consultants. Et donc, j'ai aussi, ou des agences, pour faire la communication. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai choisi mes agences. Et je pense que c'est très important sur le marché des seniors, parce que les solutions sont multiples. La première solution, c'est qu'on rencontre des consultants et puis des agences de communication qui ont, et je pense que vous allez comprendre ce que je vais vous dire, qui ont développé un outil, une méthodologie, un savoir-faire, et ils ont tellement investi dans ce savoir-faire pour se différencier de leurs petits copains qu'ils vont vous vendre ce produit en question. Ils vont vous dire que ça marche dans tous les cas de figure. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'une façon de faire, une méthodologie, un outil de communication B2B peut fonctionner
dans certains cas et peut ne pas fonctionner dans d'autres cas. Peut être adapté à notre objectif, ne pas être adapté à notre objectif, à notre situation. Et ça dépend des cas. Et je pense que c'est aux consultants qui essayent de nous vendre une chaussure d'adapter la chaussure à notre pied et pas à nous ou à vous de devoir prendre un chausse-pied pour nous forcer à chausser une chaussure qui n'est pas à notre taille. Vous voyez? Donc je pense que la première chose que je regarde, c'est est-ce que le consultant ou est-ce que l'agence de conseil, l'agence de communication, est-ce que ces personnes-là veulent m'imposer leur vision, veulent m'imposer leurs outils. Et si c'est le cas, en fait, je fuis. Je ne prends pas ce genre de conseil. Deuxième point, c'est l'objectivité. Toujours pareil. Certains me disent, en France, mais aussi en Allemagne, mais on te voit quasiment jamais dans les syndicats. Par exemple, on ne me voit jamais à France Silver Eco. Ou je n'adhère pas à France Silver Eco, je n'adhère pas à Silver Valley, je n'adhère pas à des syndicats professionnels sur les EHPAD, par exemple. Je trouve que ces organismes font du bon travail, pour couper court à ceux qui pourraient interpréter ce que je veux dire, font du bon travail. Le problème, c'est que je pense que lorsqu'on est adhérent d'une structure, c'est pas qu'on a un devoir de réserve, c'est que la parole est moins libre. En tout cas, c'est ce que je vois, c'est ce que moi je pense. Et je pense que lorsque je fais appel à un consultant, je veux que ce consultant, et c'est moi ce que je fais avec mes clients, je veux que ce consultant pense vraiment ce qu'il me dit. Je ne dis pas qu'il doit dire tout ce qu'il pense, c'est pas ça. Mais au minimum, il doit penser ce qu'il me dit. Vraiment penser ce qu'il me dit. Et je pense que lorsqu'on adhère à ce genre de structure, dans certains cas de figure, pas forcément dans tous les cas de figure, dans certains projets, on peut être amené à ne pas dire tout ce que enfin, ne pas penser 100% ce que l'on pense, parce que en fait, on est coincé ou on est influencé par la structure dans laquelle on a adhéré. Et c'est pour laquelle, en fait, moi, ma croyance, en fait, c'est qu'en étant autonome, bien sûr, en suivant la Silver Economy, c'est pas parce qu'on est en dehors de ces associations-là qu'on est en dehors de la Silver Economy. Avec mon émission, par exemple, le contre-entretien, je suis pleinement dans la Silver Economy. Et j'interviewe, j'allais dire qui je veux, c'est faux, mais en tout cas, j'interviewe beaucoup de personnes, donc j'apprends beaucoup, je suis vraiment au cœur du sujet. Mais j'ai toujours voulu être indépendant. Certains me décrivent comme un électron libre. Exactement, libre penseur, je suis fier de ça. C'est être indépendant, être autonome pour pouvoir apporter l'objectivité. Et je ne crois pas que lorsqu'on est influencé par une direction d'un syndicat ou par une direction d'une association professionnelle, je ne pense pas que c'est à ce moment-là qu'on puisse être 100% objectif. Alors moi, je garde mon indépendance, nous on garde notre indépendance, on n'adhère à aucune structure en France et on n'adhère à aucune structure dans aucun des pays. Mes homologues dans le monde travaillent différemment, mais chacun fait ce qu'il veut. Voilà, donc deux postulats que je voulais aborder avec vous. Maintenant, la logique globale. Vous allez voir que ce que je vais vous dire est évident, mais n'est pas forcément utilisé et employé jusque dans les détails. Moi, j'aborde un sujet avec 20 ans d'expérience dans le conseil, dans l'analyse, dans la façon de voir les choses. Comment est-ce qu'on arrive à voir de manière rationnelle et émotionnelle qu'un projet va fonctionner? D'abord, c'est plutôt émotionnel et après on le rationalise. C'est parce qu'en fait, on a l'expérience, bien sûr, de la connaissance des différents sujets. Et puis, on peut faire des associations d'idées, des associations de... Voilà, ce qui marche dans un projet peut marcher dans un autre, etc. Donc, ce genre de projet, ce genre de réflexion, c'est quelque chose que j'adore. On a également une vision très allemande, très dissociée, de façon à voir un projet dans sa globalité, et pas au niveau, j'allais dire, narcissique, très souvent comme pas mal de Français. Donc, on a une vision... en tout cas, moi, je suis né comme ça, en fait, avec une vision très allemande, très collective des choses. Et ensuite, on a une sensibilité à la cohérence. Et c'est ce que je voulais aborder dans cette émission. Une communication B2B, en tout cas c'est ce que je crois, ou même une stratégie, elle a plus de chances de fonctionner lorsqu'elle est cohérente avec vous,
qui proposait le produit, avec le deuxième B, ça peut être le prescripteur, le revendeur, le distributeur, bref, le deuxième B, et cohérente avec les clients finaux. Donc dans notre cas, bien sûr, c'est les seniors. Et je vais un petit peu détailler ce que j'entends par cohérence avec l'ensemble. Si on n'y fait pas attention à ça, certains vont, supposons par exemple que vous n'avez pas réfléchi à ce qui est important pour vous, on va voir dans le détail après, et que la stratégie de communication B2B n'est pas forcément 100% cohérente avec vous, vous sentez qu'il y a quelque chose, par exemple la fabrication pourrait bloquer une situation, pourrait bloquer la situation, bref, vous vous orientez dans une direction qui peut certes fonctionner, qui peut certes très bien fonctionner, mais qui pourrait très bien vous amener dans une direction, dans un point, dans une direction qu'au final vous ne vouliez pas. Inversement, vous pouvez très bien, et alors là ça arrive très très souvent, et c'est ce que je disais au début, vous pouvez très bien développer une communication B2B qui soit adaptée aux seniors, qui soit adaptée à vous bien sûr ça le français il va savoir faire ça, mais qui ne soit pas vraiment adaptée au deuxième B, qui ne soit pas cohérente avec ce qui est important pour les pharmacies, pour les services à domicile, pour les téléassisteurs, pour les départements. Le deuxième B, par où vous allez commercialiser ou distribuer votre produit et service. Ça arrive très souvent. C'est exactement l'exemple que je vous donnais, ce produit qui, dans l'entreprise, est sûr d'elle-même que ça va fonctionner. Ce produit va être commercialisé par le deuxième B, je ne veux pas dévoiler quel est ce produit, mais va être commercialisé par des entreprises qui sont dans le deuxième B. Et quand on interroge ces entreprises n'ont pas été contactées. L'entreprise ne les a pas contactées. On n'a pas contacté pour voir qu'est-ce qui les intéressait. Conclusion, le produit, il n'est pas cohérent avec l'intérêt, les objectifs du deuxième B. Donc le produit n'a aucune, si ce n'est pas retravaillé, n'a aucune chance, ou quasi aucune chance de réussir. Et ensuite, bien sûr, il faut que ce soit cohérent avec les seniors. Alors ça fait pas l'objet, c'est pas l'objet de la partie de l'émission aujourd'hui, de webinaire en question, mais effectivement, si vous commercialisez un produit qui n'est pas en cohérence avec les attentes, les usages. Par exemple, les usages, c'est très important. Vous pouvez regarder d'autres vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube avec les usages générationnels des seniors. Votre produit a beau être bon, s'il est trop avancé au niveau technologique, par exemple, s'il est trop innovant et il n'est pas basé sur des usages déjà acquis des seniors, vous avez peu de chances de voir votre produit fonctionner. Ça explique beaucoup d'échecs, mais ça ne fait pas partie de l'émission d'aujourd'hui et vous pourrez aller voir sur ma chaîne YouTube, vous verrez d'autres éléments. Alors, comment j'aborde le sujet? Généralement, donc nous, on a une politique, c'est que les clients nous choisissent, bien évidemment, et nous choisissons nos clients. Il y a des sujets sur lesquels nous n'avons pas de compétences pour travailler, et dans ce cas-là, on le dit très clairement, on ne fait pas semblant, hein, on le dit très clairement. Il y a des sujets sur lesquels on ne croit pas. Je me souviens d'un groupe de distributeurs d'appareils sportifs, il y a quelques années, m'avait demandé de les accompagner pour créer un rayon pour les seniors. J'aurais aussi dit que je ne croyais pas à ce sujet en question, que je ne voulais pas donc travailler sur ce sujet en question, ne serait-ce que pour mon image. Hein. Je ne travaille pas sur des sujets auxquels je ne crois pas, puis qu'une question c'est d'objectivité, d'honnêteté vis-à-vis du client. Et bien sûr, ce commerce n'a jamais fait de rayon pour les seniors. Et je ne travaille pas non plus avec les clients si je ne fais pas cette étape que je vais vous expliquer. Certains me demandent des avis sur la silver economy et le marché des seniors. Et généralement, je refuse de donner un avis. C'est pas que je suis méchant, c'est parce que je pense qu'un avis, ça n'a aucune valeur s'il n'est pas étayé en relatif par rapport à vous et par rapport à votre sujet. C'est en fait, même si on regarde par exemple un sujet que je connais bien, les téléassisteurs par exemple, qui est le médaillon pour les personnes âgées. Il n'y a pas que le médaillon, ils vont me disputer, mais bon, pour le médaillon. Les téléassisteurs, en fait, ont des objectifs différents, ont des stratégies différentes, ont des produits différents. Bref, beaucoup de téléassisteurs vont dans des directions différentes et ont des forces et des faiblesses qui sont différentes. Et donc, donner un avis comme ça sur la téléassistance, pour moi, ça n'a aucune valeur. Ça doit être étayé. Voilà. C'est la raison pour laquelle je n'aime pas donner des avis. D'ailleurs, je ne donne pas d'avis si ce n'est pas étayé. Et un avis étayé, en relatif, doit se baser non pas à ce que je crois vrai, mais par rapport à votre objectif, enfin par rapport à des critères vous concernant, et c'est comme ça qu'on aborde le sujet même de la communication B2B,
c'est qu'on va regarder des critères chez vous, et ensuite, la stratégie devra être cohérente avec vos critères à vous. Bien sûr, avec le deuxième biais, on verra après, et aussi les seniors. Mais elle doit être cohérente par rapport aux critères à vous. Par rapport à vos critères, pardon. Donc, en fait, on regarde plusieurs critères. Je ne vais pas tout expliquer parce que ça serait trop long. Mais premièrement, et vous allez me dire, mais nous on l'a déjà fait, mais dans 99% des cas, ce n'est pas fait correctement, on définit avec vous un objectif très précis de la communication B2B que vous voulez mettre en place. Donc quand on vous assiste pour concevoir une stratégie de manière objective B2B, on va, de communication B2B, on ne fera pas forcément la communication, on ne va pas faire les films publicitaires pour vous, on ne va pas faire ça, mais on va faire la stratégie. La stratégie où vous validez votre stratégie. On va regarder votre objectif. Quel est votre objectif avec cette... Alors, un objectif, donc mon deuxième métier, c'est un de mes autres métiers, c'est psychologue, donc, et coach en fait, donc ça c'est un truc que je sais faire par cœur, c'est la base. Un objectif, ça doit être écrit en une seule phrase, et écologique. Écologique, c'est l'objectif ne dépendre que de vous. C'est en fait, si vous dites, voilà, je veux que Carrefour revende mon produit, ça ne dépend pas que de vous, ce n'est pas écologique. Par contre, je veux faire tout le nécessaire, le plus possible, pour faire en sorte d'avoir plus de chances que Carrefour commercialise mon produit, ça c'est écologique. Vous pouvez dire, voilà, je veux pouvoir contacter tous les départements, ça c'est écologique. Mais dire que je veux que les départements travaillent avec moi, ce n'est pas écologique. Donc, un objectif en une seule phrase écologique. Réfléchissez, je pense que pas mal d'entre vous n'ont pas fait ce travail correctement. On a une vague idée de là où on va, mais pas vraiment l'objectif précis. Ensuite, le deuxième point qu'on regarde, ça c'est un minimum parmi d'autres, on va répondre à la question, qu'est-ce qui est important pour vous dans ce projet en question? Qu'est-ce qui est important pour vous dans la communication B2B en question? Ça peut être une communication juste communicationnelle, dans le sens de vous faire, j'allais dire faire mousser, de vous faire remarquer par des investisseurs. D'autres, ça va être de faire connaître votre service auprès des directeurs d'autonomie, par exemple, pour les départements, ou des téléassisteurs, ou des pharmacies. D'autres, ça va être uniquement dans certains rayons. D'autres critères, ça va être le budget, etc. Donc on voit bien qu'en fait, les critères, j'appelle ça les valeurs d'importance, mais c'est les critères d'importance, pour prendre un terme moins psychologique, les critères d'importance sont quasi illimités. Non seulement sont quasi illimités, et ensuite on va vous aider à classer ces critères du plus important au moins important. Donc on voit bien qu'en fait, avec des critères quasi illimités et puis une hiérarchie des critères qui est elle aussi quasi illimitée, on voit bien qu'en fait, ce qui est important pour vous a très peu de chances d'être ce qui est important pour votre concurrent. Et donc on ne va pas faire une recommandation comme ça, les yeux fermés au dos mouillé, on va faire une recommandation par rapport à ce qui est important pour vous. Donc on va classer plusieurs critères, on va travailler avec plusieurs critères, donc ce n'est pas les deux seuls critères, mais on a plusieurs critères, de façon à bien vous comprendre et de façon à ce que ce que l'on développe comme stratégie de communication, ce qui sera créé comme outil de communication, soit en cohérence avec vous. Donc ça c'est la base du coaching. Là je travaille pour ma paroisse, cette réflexion que vous devez l'avoir, ça c'est très très important, par quelqu'un qui, vous ne pouvez pas le faire seul. Il n'est pas possible de classer seul ces critères. Ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire l'exercice, en fait, il est très précis, il est très structuré, la méthodologie est très structurée, très définie par les psychologues. Vous ne pouvez pas faire ça seul. Et ensuite, vous pouvez le faire avec une autre personne qui vous aide à classer ces critères. Donc, si la personne connaît, c'est la méthodologie, mais il faut absolument une personne qui ne vous juge pas. Parce que si la personne vous juge, vous allez avoir un doute, vous allez reclasser différemment vos critères, et vous comprenez bien que si vous vous trompez dans le classement de ces critères d'importance, vous allez aller dans une direction qui n'est pas la bonne. Vous allez choisir des outils de communication qui ne sont pas les bons. Et là, vous allez vraiment vous planter. Donc, il faut le faire, soit avec un coach, soit avec un psychologue, ou quelqu'un qui s'y connaisse. Donc, nous, on a formé tous nos consultants au coaching, en fait. Et moi, ça fait 25 ans que je suis passionné par la psychologie, donc on peut le faire ensemble. Donc, voilà ce qui est à vous. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'est-ce qui est important pour vous et votre objectif pour qu'on puisse bien vous comprendre. Et ensuite, on va faire du brainstorming pour définir des stratégies possibles de communication qu'on va comparer avec ce qui est important pour vous de façon à identifier 2 ou 3 stratégies qui sont 100% en cohérence avec vous.
Mais ça ne suffit pas. Ensuite, faut vérifier que la stratégie que vous allez employer, elle est cohérente, bien sûr, avec le deuxième B. Celui qui va vous distribuer, vous prescrire ou commercialiser vos produits. Alors, le deuxième B, c'est quoi? Pour certains, c'est les départements. Quand un téléassisteur répond à un appel d'offres pour que les départements commercialisent la téléassistance, le deuxième B, c'est le département. Et la personne physique, c'est le directeur ou la directrice de l'autonomie. Ça peut être les services à domicile. Beaucoup sont en train d'imaginer commercialiser ou prescrire ou distribuer leurs produits et services via les services à domicile, puisque les auxiliaires de vie sont à domicile. Par exemple, là je parle pour le grand âge. D'autres, c'est par les pharmacies. D'autres, c'est par les téléassisteurs. Donc, ils proposent des produits et que ces produits-là seront commercialisés par les téléassisteurs, mais ça peut être les banques, les assurances, les acteurs de prévoyance, soit dans la partie sociale, soit la partie commerciale, même si c'est moins souvent le cas. Bref, l'ensemble de ces structures, en fait, sont le deuxième B. Alors là aussi, et là, il faut enlever sa casquette française et il faut mettre une casquette allemande ou suédoise, comme je dis souvent. C'est ce qui est important pour vous n'est pas forcément ce qui est important pour le deuxième B. Et avec les restructurations, avec la crise du Covid, etc., il est très important de bien valider si votre produit, si votre stratégie de communication est en cohérence avec ce que veulent le deuxième B. Si vous voulez commercialiser un produit via les services à domicile, vous avez intérêt à comprendre ce qui est important pour les services à domicile. Si vous commercialisez un produit qui va par exemple augmenter la charge de travail des auxiliaires de vie, il sera refusé. Si vous commercialisez un produit qui va augmenter la charge de travail des comptables dans les structures de services à domicile, ça sera refusé. Si ça donne une mauvaise image ou un risque dans l'image ou dans le positionnement des services à domicile, ça risque d'être refusé. Donc, comment nous on aborde le sujet du B2B? Déjà, on travaille comme les Allemands, on travaille avec des mappings. Donc en fait, j'ai un grand hangar, on va dire ça comme ça, et en fait, le hangar il est couvert de grandes feuilles de papier, de mapping pour des clients. En fait, on travaille, voilà comment on travaille, donc c'est chez nous, on travaille en forme de mapping, on va mapper votre écosystème, les différents acteurs de l'écosystème. Et pour chaque acteur, on va définir leurs objectifs, leurs intérêts de travailler avec vous, pas uniquement votre intérêt de travailler avec eux, mais leurs intérêts à eux de travailler avec vous. On va travailler sur leurs critères d'importance, sur leur timing, c'est-à-dire leur vitesse de développement par rapport à vous. Est-ce que votre sujet fait partie des 20% les plus importants pour eux et pas dans les 80%? Vous voyez, dès qu'il y a une crise, vous êtes éliminé. Donc en fait, on va mapper tout ça. Et après, on va bien sûr identifier, donc ça prend du temps quand même, c'est pas tout simple. On va identifier les deuxièmes billes les plus cohérents pour commercialiser votre produit. Et ce que nous faisons à ce moment-là, c'est qu'en fait, comme on est très connu dans le secteur d'activité et puis très reconnu dans la plupart des pays, avec soit nous-mêmes, soit nos homologues, on organise supposons qu'on travaille ensemble, puis que votre produit va être commercialisé par les services à domicile, où vous pensez que votre produit peut être intéressant, peut-être par être distribué ou prescrit ou proposé ou suggéré par les SAD, par exemple services à domicile, on va vous mettre en relation, on va organiser des réunions de brainstorming, de mise en relation avec des dirigeants de services à domicile. Et on va faire pareil, c'est les acteurs de prévoyance, les assureurs, etc. Donc on organise des réunions, on peut même les faire actuellement sous Zoom, en visio, il n'est plus vraiment nécessaire depuis la crise du Covid de faire des réunions physiques. Et on va faire une réunion d'1 heure à 1 heure et demie, durant laquelle en fait on va, c'est un vrai brainstorming, on va réfléchir comment votre produit peut s'insérer, j'allais dire au catalogue, à l'activité du deuxième B, et on va réfléchir avec eux quels sont leurs objectifs. On va apprendre d'eux, vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous allez apprendre de qu'est-ce qui est important. Généralement, on va savoir quels sont leurs objectifs, quels sont les obstacles pour atteindre cet objectif, quelles sont leurs craintes dans l'obtention de cet objectif en question. Ça, vous avez bien deviné, ça fait les objections.
Et on va travailler également sur ce qui est important pour eux. Donc, qu'est-ce qui est important pour vous, ce qu'on avait fait dans la première partie, on va le faire exactement pareil pour eux. Et donc on aura ce qui est important pour eux, l'objectif, ça va ensemble, et on aura les blocages, les obstacles, plus les craintes, ça fait les objections, et on va définir avec eux comment lever leurs propres objections. Par contre, pardon. Donc s'ils vous disent, par exemple, que ce qui est important pour moi dans le service à domicile, c'est que les auxiliaires de vie, par exemple, aient la charge de leur déplacement, leur temps de déplacement réduit, par exemple, je dis n'importe quoi, mais ça peut être ça, vous allez le savoir dans la communication. S'ils émettent une objection, vous le saurez et vous allez pouvoir traiter l'objection très en amont dans la communication. D'accord ? Pas forcément soulever l'objection, mais la traiter. Il y a des moyens psychologiques puis de communication qui permettent de traiter une objection avant même qu'elle apparaisse. Voilà. Donc ça, c'est tous les éléments que l'on fait. Là également, pourquoi nous on le fait avec des clients, nous on assiste bien sûr à ces brainstorming. Donc en fait, il y a 3 parties dans les réunions, sous Zoom ou en physique, présentiel. Et nous, on a une position de neutralité, neutralité oui, puis d'observateur en fait, qui nous permet de voir la situation et de guider un peu le brainstorming et puis de bien voir qu'on a fait le travail correctement. Là aussi, c'est classer les critères d'importance. Et dans certains cas, on va jusqu'à co-créer avec les deuxièmes B, donc co-créer par exemple avec les dirigeants de services à domicile, votre communication B2B. C'est eux-mêmes qui vont recevoir votre communication, qui vont créer votre communication, de façon à ce que votre communication soit adaptée bien sûr à eux, mais aussi à tous leurs confrères. Et là, vous allez avoir une communication ou une stratégie de communication qui sera aux petits soins et qui sera vraiment optimisée. Je ne pense pas que tout le monde, tous ceux qui regardent cette émission, je ne pense pas que vous fassiez ce travail aussi précis. Si on ne fait pas ça, il n'y a quasi aucune chance de deviner ce qui est important pour les autres. Alors nous, effectivement, si vous nous interviewez sur ce sujet-là, on va vous donner des grandes idées, très importantes. D'accord ? Les facteurs de succès, c'est très important. Mais j'allais dire après, donc nous, oui, vous posez la question à un consultant généraliste ou quelqu'un qui ne connaît pas le sujet. Ce sera un médecin généraliste, vous voyez, il va vous donner des trucs de Doliprane, etc. Je blague un peu, hein, bien sûr. Nous, en fait, on a les catégories de spécialistes, consultants spécialisés sur un sujet, parce que ça, c'est l'expérience qui fait qu'on est spécialisé sur le sujet, et pas uniquement parce qu'on se déclare, entre parenthèses, une petite pique. Et ensuite, après, il y a les spécialistes des spécialistes, les ultra-spécialistes. Bon, bien, à l'hôpital, si vous êtes déjà à l'hôpital, vous avez des spécialistes et vous avez les ultra-spécialistes, ceux à qui on fait appel lorsqu'on est vraiment à un sujet très important. Cette couche-là, cette troisième couche, on le fait, nous, avec les deuxièmes billes. C'est les deuxièmes billes qui nous définissent comment on commercialise. Pareil, si on fait une communication à destination des directeurs et directrices de l'autonomie dans les départements, on va concevoir cette communication avec cette personne en question. Généralement, beaucoup me poser la question, il faut travailler avec entre 5 et 7 personnes, B2B, dirigeants, qui sont dans le deuxième B. En dessous de 5, les résultats ne sont pas très très bons, il y a un risque de faire une erreur. Et le 6 et le 7 confirment, affinent les idées des 5 premiers. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième B. Bien sûr, il faut que la communication soit cohérente avec les clients. Donc là, je ne vais pas en parler, mais vous avez bien compris, c'est la même chose. Objectif, pareil avec les seniors, lorsqu'on co-crée un produit avec les seniors, ou lorsqu'on co-crée une communication avec les seniors, on va définir avec eux leurs objectifs, ce qui est important pour eux, les obstacles, leurs craintes, de façon à créer une communication qui tienne compte des objections, de l'objectif, c'est ce qui est important pour eux. Au niveau psychologique, si vous tenez compte de ces critères en question, vous verrez que vos messages sont beaucoup plus impactants, beaucoup plus puissants que si ce n'est pas fait, bien sûr. Donc là, on est en communication, stratégie de communication B2B, donc je ne vais pas trop en parler, sauf que si, bien sûr, dans certains cas, la communication B2B peut également être vue par les seniors, par les clients, par le B2B2C, le C là peut-être. Donc dans ces cas de figure qui sont pas très courants quand même, hein, dans ce cas-là, il faudra bien sûr tenir compte de l'avis des seniors, de façon à ce que la communication ne heurte pas quelque chose chez les seniors, bien évidemment.
La troisième partie, avant de vous donner des exemples d'outils, la troisième partie, c'est les conditions de succès. Donc là, il y a beaucoup de conditions, mais je voulais en aborder deux. La première, en fait, c'est, je dis tout à l'heure qu'on faisait un mapping des deuxièmes billes pour voir quels étaient les distributeurs, les prescripteurs, les acteurs qui vont commercer votre produit ou vous proposer, quels sont leurs critères. Donc, voilà. Donc en fait, ça c'est fait également pour mieux cibler. C'est en fait, comme on n'a pas un budget illimité, et puis des fois on tape à côté de la plaque, par exemple si vous travaillez un acteur de la prévoyance, par exemple, vous avez intérêt à travailler avec donc par exemple un acteur prévoyance sur la partie sociale, vous avez intérêt à cibler les acteurs qui ont année par année une politique très précise, cohérente avec votre produit ou service. Donc en fait, on va identifier et mieux cibler. Pas forcément de faire une segmentation, mais en tout cas définir la cible de quel type d'acteur B2B vous voulez cibler. Et ensuite, ça c'est très important, parce que je pense que c'est beaucoup oublié, ça c'est la base de la mémorisation, la base de la publicité. Il faut la répétition. C'est en fait, si vous ciblez, par exemple, on définit que le ciblage chez les directeurs de l'autonomie d'un département, il faut que votre message soit répété plusieurs fois auprès des directeurs de l'autonomie. One shot, ça ne suffira pas. One shot, en fait, ils vont dire « Ah oui, la personne là existe », ah oui, ou alors je l'ai déjà vu, mais au bout d'un moment, il y a tellement d'informations, on a tellement occupé tous les jours, il y a tellement d'acteurs qui se lancent sur la silver economy que ce directeur d'autonomie, bien sûr, aura oublié. Donc, ciblage et répétition. Donc, troisième partie, des outils simple d'utilisation. Donc, vous avez bien compris, les outils que je vais vous donner, c'est des outils. Après, il va falloir choisir les outils les plus pertinents par rapport à tout ce qu'on a dit, votre cohérence à vous, la cohérence avec le deuxième BI, puis éventuellement les seniors. Le plus facile, imaginons que vous avez développé un produit ou un service sur la silver economy, le marché des seniors, et que vous voulez le faire connaître de l'écosystème, on va dire à grande échelle. D'accord ? C'est en fait, vous voulez être identifié par ceux qui comptent sur la silver economy. Une solution, c'est d'annoncer, de mettre de la publicité dans les médias Silver Eco. Alors les médias Silver Eco, il y en a plusieurs. Hein. Il y a silvereco.fr, notre confrère, il y a notre confrère médiatique, il y a agvillage.com, il y a bien sûr notre site à nous, ageconomie.ie.com, qui envoie une newsletter. Lui, il existe depuis 2003 en fait, hein. Il a changé de nom, mais depuis 2003. Et il envoie une newsletter tous les lundis. Il peut y avoir Capgeris, par exemple. Bref, vous avez plusieurs médias B2B. Pour les maisons de retraite, vous avez plusieurs médias. Vous avez, je crois, EHPAD Magazine, il semble que c'est ça. Vous avez le mensuel des maisons de retraite, par exemple. Donc, en annonçant régulièrement sur ces médias, au bout d'un moment, vous allez toucher tout le monde. C'est-à-dire, en fait, si vous faites une publicité dans les newsletters de Silver Eco, plus Age Economy, plus Age Village, et ça, vous faites pendant 6 mois, là, quasi 100% des acteurs vous connaîtront. C'est très rapide en fait, hein. Même pas 6 mois. 4 mois, 100% des acteurs vous connaissent. D'accord ? Et ça sera beaucoup plus pertinent que mettre des posts sur LinkedIn, entre parenthèses. Parce qu'en fait, nous on a le fichier en fait, mail de gens intéressés par le sujet. Donc voilà. Donc même si vous annoncez uniquement sur deux des 3 sites, c'est bon. Si vous annoncez que sur un seul site, vous n'allez pas toucher 100%. Je ne pense pas que vous allez toucher 100%. Je ne pense pas que ni Age Village, ni nous-mêmes, ni Silver Eco n'avons 100% des acteurs sur la Silver Economy. Par contre, si vous regroupez les 3, oui. Donc vous pouvez annoncer avec une publicité sur les sites. Moi, j'y crois plus. En fait, si vous voulez une bannière sur notre site, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'y crois pas. Nous, ce qu'on propose, c'est soit des mailings spécifiques directement. C'est en fait, on vous fait un mailing que pour vous, une annonce que pour vous. Donc là, ça, c'est le plus puissant. Hein. Bien sûr, c'est le plus puissant. Bien sûr, c'est le plus coûteux, mais c'est le plus puissant. Et ensuite, il peut y avoir une bannière publicitaire dans la newsletter. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on a une bannière publicitaire d'été indien qui propose l'activité physique adaptée aux seniors. Et on a l'annonce également, une bannière publicitaire de Tunstall, qui est le premier téléassisteur en nombre de téléassistance installée. Donc voilà, premièrement, annoncer dans les médias. Annoncer, et je pense que je ne l'ai pas mis derrière, envoyer nouveau communiqué de presse. Si vous avez un communiqué de presse
ou un dossier de presse sur votre produit ou votre service, il faut bien l'écrire, là vous faites appel à une agence, ou vous le rédigez correctement. Si vous envoyez ces communiqués de presse à Silver Echo et à Agilage et à Age Economy, vous aurez au moins 2 des 3 sites qui vont rediffuser tel quel ou en modifiant un peu les communiqués de presse. Et donc ça c'est gratuit. Par contre, le communiqué de presse, il faut agir comme un Allemand et pas comme un Français. C'est pas quel est mon intérêt de diffuser un communiqué de presse, c'est quel est l'intérêt des lecteurs d'Age Economy de lire une information sur mon produit. Qu'est-ce qui intéresse les lecteurs de Silver Echo ou d'Age Village ou d'Age Economy dans mon produit. Donc outil, là il manque un i là, spécifique. Donc la PowerPoint a été fait par un Allemand, voilà. Donc, juste pour expliquer. Certains acteurs, par exemple Technosens, par exemple, je salue Thierry Chevalier s'il nous écoute, Technosens qui propose le produit Ilio, c'est ce système sur la télévision qui est très développé, c'est longtemps qu'il le développe, pour les EHPAD et aussi pour les résidences services seniors. Vous pouvez vous abonner à la newsletter de Technosens et vous verrez qu'en fait, c'est une newsletter qu'il envoie régulièrement pour tenir informé des personnes qui sont intéressées, notamment ses clients, ses prospects, j'imagine, qui sont intéressés. Donc en fait, vous pouvez très bien créer une newsletter sur la Silver Economy. Donc certains vont me dire oui, mais donc là l'intérêt là, la newsletter, c'est que c'est régulier, par exemple tous les mois, et donc là effectivement la répétition vous l'avez, vous pouvez très bien faire une newsletter spécifique pour les, je sais pas, pour les pharmacies par exemple, si on y arrive. Mais vous allez peut-être me dire que c'est coûteux, que c'est long de faire une newsletter, c'est pour ça qu'en fait on peut très bien en faire une ensemble. Vous voyez, votre budget sera moindre si vous faites une newsletter spécifique ensemble. Donc nous on peut vous apporter du contenu complémentaire au vôtre, de façon à ce que vous n'ayez pas à créer tout le contenu de la newsletter, que votre newsletter soit plus riche. Et également, on peut aussi vous apporter les contacts sur lesquels on envoie cette newsletter, bien évidemment. Troisième outil, je pense que c'est sur ce troisième, vous pouvez faire un club de réflexion. C'est-à-dire qu'en fait, donc nous on a un club de réflexion qui s'appelle Age Economy. Age Economy, c'est un club de réflexion où j'invite une quarantaine de dirigeantes d'entreprises autour, donc dans un lieu prestigieux sur Paris ou Berlin ou Londres, et on est autour d'un invité d'honneur qui vient nous présenter un sujet en question. Généralement, c'est un dirigeant d'entreprise qui vient nous présenter un sujet. L'intérêt lorsque vous créez ce type de cercle en fait, de réflexion, l'intérêt c'est que vous sympathisez avec les gens qui sont dans la salle, et donc vous êtes proche d'eux. Oui, ce que je viens de dire, c'est évident. Mais c'est beaucoup plus fort d'organiser, beaucoup plus impactant d'être l'organisateur, celui qui reçoit, plutôt qu'une personne qui assiste. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, parce que si vous recevez 40 personnes dans une salle et que vous dites bon, vous saluez chacune des personnes, au bout d'un moment, vous avez une affinité, quelque part. Et puis aussi le phénomène de réciprocité. C'est-à-dire, moi je ne le fais pas comme ça, mais certains le font comme ça. Et le principe de réciprocité, c'est si vous offrez quelque chose, en fait, si vous offrez l'opportunité à une personne de venir dans votre cercle, quelque part, en fait, la personne se sent quelque part redevable. Bon, moi je ne travaille pas avec ce principe-là, mais c'est un principe de base psychologique que beaucoup connaissent. Vous pouvez faire un cercle de réflexion sur une thématique très précise. Par exemple, on a un cercle de réflexion, enfin un groupe de réflexion avec le TASDA, TASDA qui est une association de... Enfin, c'est le TASDA, vous verrez tasda.fr, vous regardez ce que c'est, TASDA, Véronique Chérier qui dirige le TASDA. Et en fait, on a un groupe de réflexion sur un modèle économique, par exemple. Donc on est plusieurs autour, là on fait ça en visio, on est plusieurs et on réfléchit sur un modèle économique. Et donc vous pourriez très bien faire avec notre aide en fait, puisqu'en fait nous on aide à trouver les contacts pour créer ce club en question et à animer le club. C'est pas non plus très lourd, hein, d'accord, mais c'est quand même du travail. Et donc on peut monter un club de réflexion pour vous, soit présentiel sur Paris, bien sûr, ou notre ville, hein, ou ailleurs dans le monde, soit en distanciel, en Zoom. Vous voyez. Et vous pouvez faire une réunion tous les 3 semaines ou tous les mois en Zoom, c'est très rapide. Alors par contre, il faut que ce soit un sujet qui soit très important. Il nous est arrivé avant le Covid de faire des brainstorming pour des entreprises dans des appartements sur Paris. C'est en fait, on fait venir
euh, entre 10 et 15 personnes en appartement, il y a un traiteur le soir, et les personnes en fait sont là à très haut niveau, et c'est à total huis clos, donc il n'y a rien qui sort, on l'annonce jamais, enfin on ne dit pas que tiens il y a tel événement, on en a fait une quinzaine de ce type-là, un peu moins, et le but c'est de faire un brainstorming sur une question très précise. Voilà. Et donc on peut faire un brainstorming sur votre solution. Si, voilà, si vous n'arrivez pas à commercialiser auprès des départements, on peut très bien faire un brainstorming comme ça à huis clos avec des directeurs d'autonomie. Et là, au bout d'un moment, alors, il faut trouver la raison pour les faire venir, bien évidemment. Il ne faut pas non plus. Mais s'ils sont intéressés, non seulement vous allez être proche d'eux, en plus vous allez avoir les réponses à vos questions. Donc, club de réflexion. Club de réflexion, avant que j'oublie, ah oui, on verra après. Les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, effectivement, ça ne suffit pas. Première idée, c'est que ça ne suffit pas. Les réseaux sociaux, en fait, sur LinkedIn, tout ça, c'est intéressant, bien sûr. Bon, je ne vais pas vous apprendre LinkedIn, hein. D'ailleurs, ça ne m'intéresserait pas de faire une formation sur LinkedIn, mais bon, bref, oui, on peut taguer les gens, on peut poster, on peut faire des pages, on peut faire des groupes, etc. Vous voyez. Je vais vous expliquer comment je fais avec l'émission Le Grand Entretien. Le Grand Entretien, c'était donc, vous savez, c'était une émission, on en enregistre beaucoup, il y en a 3 qui sortent par semaine, même plus maintenant. Donc, cette émission, en fait, elle est diffusée sur, on en parlera après, mais elle est diffusée sur AG Économie le lundi, j'en parlerai après. Mais sur LinkedIn, en fait, elle est diffusée de manière assez précise le dimanche matin, et ensuite, en taguant les personnes que l'invité souhaite que l'on tague nous. C'est qu'en fait, l'émission sert aussi à lancer des notifications sur les gens que vous voulez interpeller. C'est pour ça qu'on fasse un grand entretien ensemble. Vous allez pouvoir taguer les gens, ou vous allez pouvoir nous faire taguer à nous, ce sera plus fin, plus dans la finesse, plutôt qu'être un peu trop lourd, si vous faites vous-même. Nous, on tague les gens que vous voudrez qu'on tague, et donc en fait, ça va alerter automatiquement les personnes avec lesquelles vous voulez travailler, par exemple, avec des investisseurs potentiels. Bref, certains se servent de l'émission pour, et du succès de l'émission, entre parenthèses, puisque ça marche assez bien, pour avoir une meilleure crédibilité. Donc les réseaux sociaux, oui, on peut là, je donne un exemple, mais il y a plein d'autres exemples. D'autres personnes sont bien meilleures, bien plus compétentes que moi. Vous pouvez faire un livre blanc. Alors, Alexandre Faure, hein, qui est une autre personne qui intervient sur le sujet de la silver economy, a fait des livres blancs qui sont très bien foutus. Par exemple, il en a fait un pour Âge et Vie, qui propose de l'habitat partagé et accompagné, comme on dit maintenant. Donc, il y a des livres blancs qui sont intéressants. Nous, on en a fait plusieurs livres blancs également. On en a fait en Allemagne pour un groupe de la restauration, pour les EHPAD. Et donc l'intérêt du livre blanc, c'est que vous apportez du contenu, c'est que vous vous montrez que vous avez réfléchi à un sujet, mais qui intéresse le deuxième bi. Là aussi c'est pareil, il faut le faire comme un Allemand, comme un Suédois, c'est en fait vous concentrer le contenu, l'objectif de livre blanc, non pas sur vous, je suis le meilleur, mais sur le deuxième bi. C'est en fait, si vous faites un livre blanc pour les directeurs d'autonomie ou pour les dirigeants des téléassisteurs, vous devez parler de leurs objectifs, encore une fois, vous devez parler de leurs objectifs, ce qui est important pour eux, les obstacles, les craintes qu'ils ont, sans dire comme c'est des craintes bien évidemment, mais parler de ces sujets-là, parce que là vous aurez vraiment beaucoup plus de chances que non seulement ils lisent votre guide, votre livre blanc, s'il est bien foutu en plus, il y a plusieurs pages, mais en plus qu'ils vont le garder. Ils vont le garder, c'est ça qui est important. Donc nous on fait des livres blancs, mais on n'est pas les seuls. La seule limite du livre blanc, c'est que c'est du one-shot, pareil. Hein. Vous ne pouvez pas vous contenter d'un seul livre blanc, comme vous ne pouvez pas mettre tout votre budget dans la rédaction d'un livre blanc et de n'avoir que cette stratégie de communication. Ça ne sera pas suffisant. Vous pouvez également, pareil, même analogie avec les livres blancs, vous pouvez faire des études et des baromètres. C'est-à-dire, en fait, vous pouvez très bien, et nous, ce que l'on fait avant le Covid, ce qu'on faisait avant le Covid, c'est qu'avec des partenaires, on faisait des petits déjeuners sur Paris, et dans le petit déjeuner, on remettait un baromètre, les résultats d'une étude sur les seniors, par exemple. Que pensent les seniors de ce sujet, etc. Donc ça, j'en en a fait plein. On peut en réaliser en collaboration ensemble, ça va réduire le budget, puisque nous, on va participer aussi également à la réalisation du baromètre, donc votre budget sera réduit. Donc on peut très bien faire des baromètres, mais vous pouvez le faire avec Ipsos si vous voulez, hein, c'est pas de problème. Donc en fait, on fait ce type de baromètre. Ça a plusieurs intérêts en fait. Ça vous apporte à vous des questions, parce qu'en fait, des informations.
quand on lance des... Alors un baromètre, c'est quoi? C'est des questions que l'on voit généralement en études quantitatives par téléphone. Nous, on fait ça par téléphone, d'accord? Certains font sur Internet, on peut le faire sur Internet, bien sûr. Nous, on fait par téléphone, on interroge 1500 personnes. Enfin, on a les réponses de 1500 personnes. Et dans ces dans ces listes de questions, il y a des questions qui sont stratégiques, qui ne sont pas diffusées, qui vous sont destinées à vous, en fait. Donc, en plus, vous voyez, avec le même budget, vous faites à la fois une opération de communication, à la fois une opération stratégique. Et donc là, effectivement, vous avez que le budget est optimisé. Donc, les réponses sont, elles, ne sont jamais diffusées et sont gratuites. Enfin, sont jamais diffusées, c'est pas gratuit, elles sont gardées pour vous, pardon, elles sont gardées pour vous, j'étais perturbé par autre chose, elles sont gardées pour vous, et on les diffuse dans les petits déjeuners, ou même après sous forme de livre blanc, ou sous forme de webinaire, on diffuse les autres réponses, Donc si par exemple, en fait, vous commercialisez un produit via les départements, par exemple, vous allez peut-être faire un baromètre, on va faire un baromètre sur qu'attendent les seniors, les personnes âgées, les familles des personnes âgées des départements. Oui, par exemple. Voilà. Et là, ça va intéresser en fait les directeurs de l'autonomie qui vont peut-être assister à votre petit déjeuner, qui vont peut-être assister à votre webinaire, vous allez remettre les résultats, ou qui vont peut-être lire votre livre blanc et après vous contacter. Donc, ça vous apporte l'information stratégique, ça vous apporte une opération de communication, et ça vous positionne au niveau image comme un acteur, au niveau identité, comme un acteur qui connaît bien son sujet et qui se place quelque part au-dessus de la mêlée. C'est ça aussi l'intérêt je trouve, des baromètres. Et autre intérêt des baromètres, bien évidemment, c'est que les journalistes sont très friands des chiffres, et très friands de vos études. On voit bien que les sondages à l'heure actuelle, très friands des chiffres pour peu que la méthodologie soit correcte. Parce qu'en bien sûr, ils vérifient si l'étude n'est pas pipée. Autre outil, c'est participer à des salons. Donc il y a beaucoup de salons. Salons ou congrès. Vous voyez, par exemple, vous avez les salons et congrès Longevity, qui sont dans plusieurs villes, qui ont été à Bordeaux, qui ont été à Troyes et récemment au Mans. Donc là, effectivement, d'ailleurs, c'est le seul salon qui est un B2B, B2C, enfin vraiment un hybride présentiel et distanciel qui se passe dans plusieurs villes. Donc ça, je trouve ça très, très, très intéressant. Il y a à la fois des débats et à la fois des stands. Donc vous pouvez bien prendre un stand. Il y a des salons comme celui qui va se dérouler à la fin du mois. On enregistre l'émission, donc je l'enregistre fin octobre, l'émission passe début novembre, donc à la fin du mois de novembre 2021. Il y a le salon Silver Economy Expo, qui pour moi est l'une des références, enfin la référence pour les B2B en Silver Economy, pour les professionnels de Silver Economy, c'est là qu'on se rencontre tous, etc. Donc voilà. Dans les salons, dans les congrès, je ne sais pas si j'en parle après, mais dans les congrès, vous pouvez également participer au débat. Vous voyez, quand vous allez dans les Longevity, vous pouvez très bien envoyer un message à Patrice qui dirige Longevity, et il est proposé en fait d'intervenir en fait dans des débats, par exemple. Quand on organise un événement, on est toujours à la recherche de débatteurs différents, nouveaux, etc. Donc c'est toujours un peu piqué avec quelque chose à dire. Donc vous pouvez toujours bien sûr participer à ces salons. Participer à un salon, ça ne suffit pas non plus. C'est qu'en fait l'intérêt du salon, c'est qu'effectivement vous allez rencontrer physiquement les gens. Je trouve que l'inconvénient, c'est que vous êtes tributaire de qui vient sur votre stand, si vous avez un stand. Donc c'est un peu avantage-inconvénient. Après, moi, il y a un truc que je crois, c'est que si on prend un stand plus petit que les voisins, par comparaison, on est plus petit que les voisins. Donc, dans l'entreprise que je dirigeais avant, il y a plus de 20 ans, dans l'impression 3 dimensions, on prenait des stands qui étaient plus gros que ceux de nos concurrents, ça joue également. Les petits déjeuners, on en a organisé avant le Covid, on va les reprendre. Les petits déjeuners sur Paris, donc vous louez une péniche. Avec Tunstall, on a fait plusieurs petits déjeuners avec Tunstall, Vitaris, Vital Sister sur une péniche. On peut le faire dans n'importe quel lieu sur Paris. On a fait chez Françoise, qui est le restaurant dit des députés aux Invalides. Donc en fait, on va, là, vous allez sélectionner les gens que vous invitez. Vous pouvez en faire régulièrement, vous sélectionnez les gens que vous invitez. Ça coûte pas très cher, enfin un petit déjeuner. Je suis toujours étonné par ce coût-là, c'est pas très cher.
et en le faisant ensemble avec Tunstall, nous on remettait, donc en fait on a un accord en fait, et puis il y a les résultats du baromètre qui sont diffusés, d'un baromètre qui sont diffusés, et après il y a un débat avec des acteurs. L'intérêt, c'est un peu pareil que le cercle, l'intérêt c'est que c'est vous qui recevez, donc les gens vous remercient parce que vous les recevez, vous les sélectionnez, donc en fait vous faites en sorte que ce soit un peu VIP, et ensuite comme il y a un débat, généralement on met 3-4 personnes pour débattre, parce que le temps est quand même limité, un petit déjeuner, l'intérêt c'est que vous savez que vous êtes très proche des gens que vous avez invités à débattre. Pareil, toujours le même principe de réciprocité. Organiser une conférence ou des conférences, là j'ai marqué une conférence parce que des conférences c'est peut-être plus loin à faire. Donc des conférences, pareil, même principe que le petit déjeuner, hein, vous organisez des conférences. Participer à des conférences. Alors participer à des conférences, vous pouvez le faire bien sûr en étant spectateur, et là vous croisez les gens mais je pense qu'en fait il ne faut pas hésiter à vous proposer comme débatteur, il ne faut pas hésiter à proposer un sujet. Quand on organise ou quand on aide des acteurs à organiser un salon ou un congrès ou des conférences, il faut bien comprendre qu'on est toujours en train de se poser la question quel sujet je peux traiter, quel sujet qui n'a pas été traité, qu'est-ce qui peut intéresser les gens que je vais recevoir dans ma conférence, etc. On est toujours en train de se poser la question et d'avoir des doutes. Est-ce que ça va vraiment être intéressant, etc. Et on n'a pas forcément les moyens et le temps de faire une étude de marché complète pour faire une conférence. Donc on est toujours content d'avoir des idées de sujets, mais également des idées de débatteurs. Donc si vous voulez débattre et intervenir dans des débats, même par exemple dans mes émissions par exemple, vous êtes le bienvenu, parce que au bout d'un moment, c'est pas qu'on est à court d'idées, parce que les idées ça manque jamais, mais ça prend du temps de réfléchir à quel sujet on voudrait traiter. Donc autant avoir d'autres personnes, d'autres visions qui nous apportent d'autres sujets qu'on n'aurait pas forcément vus. Donc ne pas hésiter à proposer votre participation. De plus en plus, nous on le fait de plus en plus à l'heure actuelle, c'est des webinaires privés. En fait c'est pareil que les petits déjeuners, sauf que c'est en ligne. Bon, il n'y a pas le croissant, d'accord? Là j'avoue, il n'y a pas les croissants qui sont distribués. Les petits déjeuners, les webinaires privés, donc soit c'est des webinaires de réflexion, donc sous forme de club de réflexion, comme on le fait avec le TASDA par exemple, soit en fait on le fait avec d'autres sujets, soit en fait c'est des webinaires. Là pareil, vous allez lancer des invitations sur mesure. En fait vous pouvez inviter, donc là vous pouvez inviter, par exemple pour ce webinaire en question, sur LinkedIn, on a sélectionné les personnes qu'on allait inviter. Donc là c'est pareil, vous pouvez faire un webinaire privé, vers plusieurs webinaires. L'intérêt, c'est que le coût est très réduit, très réduit. Et, il faut quand même le structurer, bien évidemment. Vous pouvez inviter qui vous souhaitez dans le webinaire. Et ça, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Et actuellement, comme je dis toujours, dans le numérique, il y a la place pour plein d'innovations. Plein d'innovations. Plein de solutions qui se passent actuellement à la télévision, par exemple, qu'on peut faire sur la chaîne d'information, que de plus en plus, on peut faire avec des budgets très réduits. On peut faire en distanciel avec tous les outils comme Teams, Zoom, etc. Une émission digitale, vous pouvez faire une émission digitale. Alors une émission digitale, c'est comme le grand entretien, vous voyez. Donc moi je fais un grand entretien, le but, je ne vous cache pas, c'est pour être proche des gens, apprendre et me faire connaître encore plus. C'est ça les trois principaux objectifs. Ça apporte une très forte notoriété, très forte notoriété. Les émissions sont vues plusieurs milliers de fois. L'ensemble de l'émission est vu plusieurs milliers de fois. C'est à la fois du quanti, c'est en fait à la fois un chiffre, alors plusieurs milliers de fois, c'est très peu par rapport à Cyprien ou le Poisson Fécond et ses chaînes énormes, bien évidemment, mais c'est beaucoup dans cette activité. Les émissions du grand entretien en replay sont plus vues que les replays sur le même sujet des chaînes d'information, hein, comme BFM Business par exemple. Donc c'est quand même assez surprenant. Et c'est à la fois du qualitatif, dans le sens comme on tag les gens, comme on envoie ces émissions sur des fichiers qui sont très précis, on fait également du qualitatif. C'est qu'en fait, on va envoyer les émissions sur des gens qui sont concernés par le sujet en question. Et c'est pas arriver au hasard sur votre émission. Créer une émission digitale, c'est un autre intérêt, c'est qu'en fait, vous pouvez faire une émission digitale habillée, qui va être perçue comme étant de qualité. Si on le fait bien, les budgets sont très réduits. Vous pouvez le faire entièrement digital distanciel, c'est comme moi je le fais en Zoom.
Dans certains salons, en fait, j'ai un petit stand où en fait j'anime, j'enregistre les émissions face à face, les grands entretiens face à face avec un dirigeant ou une dirigeante. Donc là, c'est un peu différent. Donc là, bien sûr, là, il faut un lieu. On a fait des émissions, j'ai animé des émissions également dans des bureaux, enfin dans des studios, pardon, des studios. Donc c'est des personnes enfin, vous pouvez très bien louer un studio sur Paris, comme un studio de BFM TV, avec les écrans, tout ce qui est. C'est un peu plus lourd à gérer dans le sens que il y a une régie, donc il y a une régie, après il va y avoir un plus gros montage, bon bref, il faut se déplacer, il faut que les invités se déplacent, n'arrivent pas à l'heure, etc., ne se décommandent pas. Donc bref, il y a un petit peu d'organisation, mais effectivement, une émission digitale, je pense que... Et là, il y a la place pour faire des émissions digitales dans tous les sujets sur les seniors, hein. Là, le marché, le secteur est vierge. Donc voilà. Donc nous, on fait une émission digitale depuis 1 an et demi, le grand entretien à peu près 1 an et demi. Et le grand débrief arrive, l'émission internationale arrive également, j'en ai enregistré une vingtaine d'émissions par avance déjà. Donc on peut vous aider à créer une émission digitale. Soit je peux l'animer, bien sûr, ceux qui me trouvent bon, ben ok d'accord, j'anime. Ceux qui ne me trouvent pas bon, eh ben, il y a d'autres personnes qui peuvent animer une émission digitale. Il peut y avoir des journalistes professionnels, à mon avis ça coûtera un peu plus cher quand même, mais il peut y avoir des journalistes très connus qui peuvent animer votre émission. L'intérêt de prendre des acteurs en fait qui connaissent bien le sujet, par exemple moi mon intérêt d'animer une émission, c'est que j'ai moins besoin de préparer l'émission parce que je connais très bien les sujets, puis au bout d'un moment on est habitué, puis comme je suis psychologue, je suis habitué à réagir, à poser des questions, donc on rebondit plus facilement. Et donc l'émission, moi je trouve que si on a un journaliste qui connaît bien son sujet, je trouve que l'émission, et puis que si le journaliste écoute bien l'invité, si on est concentré sur l'invité, on va faire des émissions qui sont plus dans le détail et l'invité sera mieux compris. Ça c'est vraiment très, très important. Obtenir des prix. Alors c'est pas les prix en argent, enfin si, ça peut être des euros. Vous avez des concours à l'heure actuelle, la Silver Night, ou le festival Silver Echo. Vous avez le concours enfin vous avez plein de concours. Vous avez des concours par la Bourse Charles-Foy, vous avez des concours faits par Medicalps à Grenoble, il y a des concours partout par Aura Santé, il y en a des concours partout. Donc les concours sont intéressants pour se faire reconnaître. Se faire connaître et se faire reconnaître. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque votre projet passe par un jury déjà, si votre projet est bien ficelé, vous faites reconnaître des membres du jury, ne serait-ce que ça. Ensuite, vous pouvez gagner le jury, vous pouvez être élu comme meilleur projet. L'intérêt, c'est ce que vous gagnez en argent, en services. Certains gagnent des services, etc. Ils gagnent du temps humain, de conseils, etc. Et ça peut également vous faire reconnaître. Supposons qu'en fait vous gagnez le prix au Festival Silver Echo en décembre et que vous passez sur la scène, par exemple, là vous allez avoir une reconnaissance très importante. Il y a des entreprises, même des startups qui se sont fait très fortement reconnaître dans l'écosystème parce qu'elles avaient gagné des prix. Et ensuite, lorsqu'ils gagnent des prix, effectivement, lorsque vous allez voir des investisseurs ou vous allez voir des distributeurs de deuxième billes, ils seront, supposons que vous allez voir par exemple à G2R La Mondiale et que vous avez déjà gagné des prix, ils vont être sensibles en fait, au fait que vous avez gagné déjà des prix. Pourquoi vous avez gagné? Donc si vous avez gagné, si vous allez voir un deuxième billet et que le deuxième billet voit que vous avez gagné des prix, c'est qu'il y avait déjà des jurys qui ont fait une sélection, qui se sont déjà pensés sur votre cas. Voilà. Donc obtenir des prix, ça peut être intéressant, mais c'est pas parce qu'on obtient des prix que votre projet va fonctionner. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont gagné des prix en France, même à l'étranger, même en Allemagne d'ailleurs, qui n'existent plus. Le grand entretien, un peu ma pub. Le grand entretien, c'est une émission digitale, à distance, face à face avec moi. L'émission a pour but de faire diffuser donc c'est une émission B2B, pour vous faire connaître, voilà. Vous avez compris que c'est diffusé à grande échelle sur l'économie, et puis ensuite après taguer de manière très précise les gens que vous voulez qu'on tague nous. L'idée, moi, c'est que ce qui me plaît dans l'émission, c'est comprendre et faire comprendre une vision de quelqu'un, etc. Bien évidemment, il y a une sélection des invités. Moi, c'est quand même, mon but, c'est quand même que je m'amuse en faisant l'émission. Donc, il y a des gens avec qui je m'amuse, puis des gens avec qui je ne m'amuserai pas. Donc voilà, donc ça se fait comme ça, simplement. Mais n'hésitez pas à vous proposer.
Il n'y a pas un niveau à avoir, un niveau de statut, président, quelque chose, etc. Bon, ça, j'y attache pas trop d'importance. Je pense que toute personne dans le monde a quelque chose à dire. Toute personne dans le monde peut nous apporter quelque chose. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on apporte quelque chose. Donc, par contre, il faut venir avec moi. Il faut me proposer pas, j'ai le meilleur produit, mais il faut venir me proposer un sujet qui soit autour, qui concerne votre produit, mais il faut un sujet. En fait, on ne parle pas que de moi, j'ai votre produit. Ça, c'est très important. Donc, vous êtes le bienvenu. Et les outils, etc., etc. Il y en a plein d'autres. Donc là, on a listé. Donc, peut-être une petite des questions. Alors, les questions. Si vous avez des questions, on va faire une petite conclusion après, mais si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions par email, donc c'est serrierfrédéric@gmail.com ou fserrière@frédéricserrière.com. Je pense qu'il y a les coordonnées qui s'affichent après. Ma chaîne YouTube, pour en savoir plus, vous avez 415, j'hallucine toujours par le nombre de vidéos que j'ai faites, 415 vidéos sur le marché des seniors, pratiquement 150 ou 140 émissions, compte entretien, truc de fou aussi. En résumé, ce qui est important pour vous, ce qui est important dans ce sujet, bien choisir les personnes avec qui vous travaillez, comme consultant, comme agence, bien vérifier qu'elles s'intéressent plus à vous qu'à elles, qu'elles soient objectives dans ce qu'elles vous disent. Deuxième point, très important, que vous définissiez bien votre objectif et que ce soit cohérent avec vous, objectif, ce qui est important pour vous, ce que vous savez faire, force et faiblesse, etc. Pour moi, c'est tous ces trucs-là. Il faut le faire très correctement. Pareil avec le deuxième B. Quand on communique à destination de quelqu'un, c'est l'émetteur en fait qui doit s'adapter au récepteur. Quand on crée une programmation musicale, par exemple, dans un club ou dans une radio, par exemple, le programmateur, en fait, il fait peut-être ce qui lui plaît aussi, peut-être, mais de moins en moins. Il fait de plus en plus ce qui plaît à ses auditeurs. Donc c'est le récepteur qui a raison. Donc pour cela, en fait, pour voir la cohérence de ce que vous allez développer, stratégie, par rapport au récepteur, vous devez parler à ces récepteurs en question. Donc si vous n'arrivez pas à atteindre ces personnes en question, nous, on peut vous organiser des mises en relation, etc. Et des brainstorming, comme je vous ai dit. Autre chose, les conditions, bon, définir la cible. Et c'est pas tout le monde définir la cible, mais c'est comme si vous taguiez tout le monde. Non, on tague que des personnes très précises. Donc ce qu'on appelle définir un avatar ou un persona. Et ensuite, créer la répétition. C'est-à-dire en fait, il faut taper régulièrement. Si vous voulez commercialiser vos produits via les pharmacies, il faut que les pharmaciens voient régulièrement votre produit. Ne serait-ce que parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Et ensuite, vous avez vu, il y a plein d'outils. Les outils ne sont pas exclusifs. Donc nous, ce qu'on peut faire avec vous, c'est qu'on va vous accompagner dans la réflexion, en fait, la réflexion globale. Donc c'est pas non plus un travail de 3 mois, hein, d'accord. Dans la réflexion globale, soit on peut travailler avec vous sur toute la réflexion, soit on travaille avec vous sur des points très précis. Par exemple, on peut travailler ensemble que sur classer ce qui est important pour vous dans le projet. On peut travailler avec vous que sur la mise en relation. On peut travailler avec nous que sur faire une émission digitale. Vous voyez, bref. Ou on peut travailler sur l'ensemble. Avec nous, en tout cas avec moi, vous avez la garantie que je crois ce que je vous dis. C'est que mon côté libre penseur et analytique et puis expérience fait que je suis trustable, comme on dit. Reliable. En plus, c'est ça en fait. Reliable. En fait, c'est qu'en fait, on peut s'appuyer sur ce que je dis. En fait. Voilà. Si vous avez une mauvaise stratégie, si je pense que vous avez une mauvaise stratégie, je vous le dirai et je n'irai pas attendre à la fin de la mission de conseil pour vous le dire. Je vous le dirai tout de suite. Donc, les questions, là c'est le mail de Ute en Allemagne, sinon vous pouvez taper serrierfrédéric@gmail.com. J'espère que cette émission vous a fait un petit peu avancer votre réflexion. J'espère que oui. Je suis disponible pour des questions, bien évidemment. Et si vous voulez passer dans une de mes émissions, vous êtes bienvenue. Si vous avez un projet sur les seniors, si vous avez un doute sur votre projet, si votre projet plafonne ou a une sorte de plafond de verre, comme on dit maintenant, ou n'arrive pas à atteindre votre objectif, on peut passer 1 heure ensemble à échanger. Cette partie est gratuite. Pendant 1 heure, vous avez droit à 1 heure gratuite. Et donc, on peut échanger ensemble
pour voir comment débloquer la situation. Si vous créez un projet et que vous pensez que c'est facile sur le marché des seniors, je pense qu'il faut venir me parler également. Et on pourra, pendant 1 heure, échanger. Je pourrais vous guider sur au minimum une direction et au minimum quelques idées de développement et au minimum les erreurs qu'il ne faut pas faire. Voilà. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci beaucoup et à bientôt.